Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de la 3e étape du Tour des Alpes. Je m'excuse pour l'arrivée un petit peu tardive de cette vidéo, mais on fait avec la qualité du plot de la DSL. Donc je m'excuse, voilà, j'ai fait la priorité pour la Flèche Wallonne et pas pour le Tour des Alpes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé de cette course. Il s'avère que si vous n'avez pas regardé cette course, je le comprendrai totalement parce qu'elle était à un horaire un peu difficile. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme ça vous serez un petit peu avant les autres. Vous aurez cette primauté, on va dire, avec la petite cloche. Bon, on commence tout de suite par ce Tour des Alpes. Une course, une étape pas incroyable. Mais en même temps, le parcours était pas forcément facile. Je sais que certains m'avaient mis Romain Bardet. Moi, j'avais dit déjà, méfiez-vous de la descente. Est-ce qu'elle est technique ou pas? Si elle n'est pas technique, ça va être compliqué. Et j'avais dit, bon, les 15 derniers kilomètres, là, un petit peu en faux plat montant, là, le final en faux plat montant, ça va pas aider à animer la course parce qu'un homme seul a de grandes chances de se faire attraper à ce moment-là. Je m'attendais quand même pas à une échappée vainqueur, mais on lui a laissé un petit peu de temps, et puis il y avait des bons coureurs encore à l'avant. Ça, depuis le début de ce Tour des Alpes, on a des échappées de très bonne qualité. Le premier jour, il y avait notamment Geoffrey Bouchard. Hier, il y avait Bernsteiner. Il y avait Sivakov aussi. Donc c'était vraiment de très très bonnes facotures. Et là encore aujourd'hui, il y avait du Kudus, il y avait Amador. Kemna également, Chris Hamilton, donc c'était vraiment une échappée solide et voilà, je pense qu'aussi dans le final, dans les 10 derniers kilomètres, à partir du moment où on a compris que Bilbao lâcherait pas aujourd'hui, on a un peu moins attaqué dans le final, ça c'est clair et net, et à un moment il y a DSM, Ineos qui ont tenté à tour de rôle d'attaquer, mais à partir du moment où on a compris que ça marcherait pas, ça a été beaucoup moins intéressant. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Premier Français du jour, Romain Bardet. Un peu comme hier, c'est-à-dire que pour le moment, il est totalement dans le match. Je trouve qu'il se montre assez peu, et ce qui est plutôt une bonne chose. Il attend la fin de semaine, il attend l'étape de demain, peut-être l'étape de vendredi, pour tenter de faire la différence. Là, aujourd'hui, en plus, il n'y avait pas besoin non plus de se montrer à partir du moment où on savait que l'échappée allait aller au bout. Voilà, il a fait rouler Chris Hamilton, mais ça coûtait pas grand-chose, on va dire, de le faire rouler, surtout qu'il avait déjà été dans l'échappée le matin. Pour l'instant, je trouve qu'il court très bien, vraiment, je dirais presque à l'économie, mais ce qui n'est pas du tout un défaut, je trouve. C'est plutôt même un compliment que je dise ça de la part de Bardet, parce qu'on a souvent vu Romain Bardet à l'attaque, beaucoup trop offensif, qui faisait pas mal d'erreurs. Et là, je trouve plutôt qu'il a été vraiment intelligent, vraiment très performant, Romain Bardet, et le fait qu'on le voit peu, c'est, je pense, une très bonne chose. Du côté des Français, la Groupama, qui s'en sort encore très bien aujourd'hui, notamment avec Martinez, Lenny Martinez, encore une fois dans le bon groupe. Alors il est revenu dans un second temps, mais réussir à être dans le groupe des leaders 2 jours d'affilée, sur 2 étapes avec beaucoup de pourcentage, c'est déjà très très fort, et encore une fois à cet âge-là c'est très très prometteur. Pour le moment il est toujours là au classement des jeunes, c'est bien moins de 23 ans du côté du classement des jeunes, parce que hier j'ai dit que c'était moins de 25, même si j'ai corrigé en mettant un écriteau sur la vidéo. C'est bien moins de 23 ans, il faut être né après le 1er janvier 99. On peut donner des dérogations à des coureurs nés en 98, mais il semblerait que ça n'ait pas été le cas. C'est marqué dans le règlement de la course, je me suis tapé le règlement de la course en anglais pour avoir ce type d'informations, que vous pouvez trouver sur le site internet du Tour des Alpes en passant si vous voulez vous lire le règlement complet. Du côté des jeunes, Lenny Martinez est toujours 3e à 4 secondes. Alors demain, je pense que ça va être plus compliqué pour le Français. Demain et après-demain, parce qu'il va y avoir l'accumulation des efforts, l'accumulation de ce rythme de course intense, surtout qu'on débranche assez peu. Quand même, on a encore roulé à 38 aujourd'hui sur une étape de 3280 mètres de dénivelé positif, donc ça veut dire qu'on a quand même bien cravaché. Donc pour Lenny Martinez, ça va peut-être être compliqué demain.
Mais quand même, avoir réussi à faire cette performance-là sur les 3 premières étapes, je dis bravo, monsieur Lenny Martinez. Je continue avec Storer, bien classé encore Storer, il est dans le bon premier groupe. Storer, il est pour le moment 12e, hein, donc il est toujours dans le peloton des favoris, on va dire, des bien classés dans le général. Et je trouve qu'aujourd'hui, sa performance était plus qualitative qu'hier. Hier, il était dans l'échappée, mais je ne le trouvais pas impérial. Là, aujourd'hui, je le trouvais pas mal. Et réussir à faire une performance de ce type en étant hier dans une échappée qui a failli aller au bout, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt rassurant pour les jambes de Michael Storer, qui jusqu'à maintenant n'avait pas été incroyable, il faut le dire. Et puis Thibaut Pinot également, qui finit dans le bon groupe. Thibaut Pinot. Ça, c'est également plutôt très bien pour Thibaut. Voilà, les jambes sont peut-être un peu meilleures. Alors, il y a deux raisons pour moi. Soit il est fatigué parce qu'il termine un bloc de travail qui a été éprouvant, soit il a quand même enchaîné 2 chutes sur le Tour de la Sarthe, plus une course où il était vraiment pas au top. C'est lui qui l'avait dit en interview. Il était, conditions catastrophiques. Il avait dit ça à la chaîne L'équipe. Et peut-être que derrière, voilà, il a eu du mal un petit peu à relancer la machine. C'est peut-être ça. Ou c'est juste qu'il est passé avec 2 jours sans sur ses premières étapes. Et lui, il a encore des objectifs qui sont assez lointains, Thibaut Pinot. Hein. C'est le Tour de France, c'est pas le Giro. Il faut aussi comprendre qu'il est face à des coureurs qui, eux, sont déjà très en forme parce qu'ils vont faire le Giro. Thibaut Pinot, il ne fera pas le Giro. Donc, il n'a pas besoin non plus. Ce Tour des Alpes n'est pas forcément intéressant, à part pour faire du kilomètre pour Thibaut Pinot. Son objectif, c'est le mois de juillet. C'est pas le mois d'avril. Hein, c'est une différence assez notable à souligner. On passe au bonnet d'âne du jour. Pour moi, c'est Champoussin. Je parle pas de Sivakov, mais il a été encore bon aujourd'hui, Sivakov, mais c'est juste que j'essaye que la vidéo soit pas trop longue. Champoussin, c'est là aujourd'hui, il finit à très loin. Il abandonne même Champoussin. C'est pas très rassurant avant le début du Giro qu'il doit faire et avant le Tour de Romandie. Alors, est-ce que c'était beaucoup de fatigue physique par rapport au travail qu'il a effectué, notamment hier autour de Geoffrey Bouchard, mais il abandonne au bout de 3 jours de course. C'est pas vraiment l'idéal, surtout pour un coureur qui n'a que 20 jours, j'ai envie de dire, avant le Giro. On est borderline. Donc il faudra être performant sur le Tour de Romandie la semaine prochaine, sinon ça risque d'être compliqué pour le coureur français. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top, Lennard Kemna, bien entendu, vainqueur aujourd'hui de l'échappée. Alors hier il était en flop, aujourd'hui au top. Comme je le disais hier, j'ai l'impression que Kemna, c'est un jour ça va et l'autre ça va pas du tout. Il a du mal à être régulier, aujourd'hui ça allait. Il sait quand même gagner, Kemna. Alors, vous avez des coureurs qui sont dans les échappées, ils sont pas très performants, ils n'arrivent pas toujours à être au top. Kemna, il sait quand même vraiment gagner. Il a un peu la gagne en lui, Lennard Kemna. Et l'Allemand, il a fait vraiment du bon boulot aujourd'hui, parce que quand il attaque dans le final, il faut oser déjà le faire, à 2 km de l'arrivée. Et c'est vrai que je me disais, Kemna, il y a l'Astras, déjà, je pense qu'il est plus rapide. Puis je voyais l'Érythréen, je me disais, lui aussi il est rapide, c'est mal embarqué pour la gagne, pour Kemna. Et puis, il attaque au bon moment. Il était fort quand même dans le final. Kemna, c'était le plus fort, je pense. Dans la montée finale, il était costaud, Kemna. Et une belle victoire. Une belle victoire, deuxième victoire de la saison pour Kemna. Après, j'aimerais un peu plus de constance chez le coureur allemand. Mais Bora n'est pas venu pour rien sur cette course-là. C'est vrai que c'est dommage qu'il ait perdu autant de temps en début de course, mais ça lui a permis de prendre cette magnifique échappée. Ça sera peut-être le cas pour Geoffrey Bouchard demain. Lui aussi, il a perdu du temps. Pello Bilbao, le roseau plie mais ne rompt pas. Eh bien, c'est pareil pour le Bilbao aujourd'hui. On l'a beaucoup attaqué. Il a été un moment menacé parce qu'il était un peu seul, quand même. Il faut le dire. Berit Ergo, il a quand même pas mal roulé sur les 3 premiers jours. Je pense qu'il commence à avoir un petit peu mal aux pattes. Malgré tout ça, il s'en sort plutôt magnifiquement bien, Bilbao, aujourd'hui.
il a été assez peu mis en grande difficulté. Il a toujours réussi à s'en sortir. Malgré le fait que Ineos et DSM attaquaient par intermittence. Et il a un peu écœuré ces deux équipes. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Il a montré qu'il était solide. Bon, de toute manière, vu comment il s'est imposé hier, on sait très bien qu'il est en très grande condition physique. Bilbao. Après, la question, c'est un peu la même que je disais hier, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt? Pour moi, c'est comme le Dauphiné, je dis, il faut monter en puissance. Et on a vu des mecs gagner le Dauphiné et s'exploser derrière sur le Tour de France. Je pense à Fuglsang, je pense également à Brachiovic, qui reste quand même la plus grande surprise. Même Marc Padoun, il est arrivé en forme au moment du Dauphiné, et puis après le Dauphiné, bon, il y a vu on disait qu'il était dopé, mais même on l'avait un peu revu après, il avait été beaucoup moins performant, l'Ukrainien. Mais du côté de Bilbao, c'est la question, est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt? Parce qu'il a déjà pas mal couru, avec un bon niveau, il était déjà très en forme sur le Tour du Pays Basque. Est-ce qu'il arrivera à perdurer cet état de forme jusqu'à fin du Giro? Moi, j'ai peur que non. Mais bon, peut-être qu'il arrive. S'il arrive à tenir la forme jusqu'au bout, ça sera solide. Mais je voudrais quand même signaler que dans l'ombre de Bilbao, il y a quand même un autre bon coureur pour le moment, c'est Landa. Alors, Landa, on n'en parle pas parce qu'on parle beaucoup de Bilbao. Landa, il est toujours là. Hein. Donc, faut se méfier quand même du coureur espagnol parce qu'il est plutôt performant et lui aussi, il monte en puissance un petit peu. Donc, c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Je termine avec Dombrovski. Heureusement qu'il est là pour Astana. C'est clair et net que s'il n'était pas là, ça serait quand même compliqué. Il est à 20 secondes, Dombrovski, parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient pris la cassure à l'arrivée de l'étape avec Geoffrey Bouchard. Mais heureusement qu'il y a Dombrovski pour le moment, pour le général, parce que sinon, Miguel André Lopez à 14 minutes, Henao à 17, De la Cruz à 21. Et c'est intéressant pour Dombrovski parce que là aussi, on ne l'avait quasiment pas vu depuis le début de saison. Ça montre qu'il s'est focalisé sur le Giro et qu'il a prévu un protocole pour arriver en forme au moment du Giro, ce qui est très rassurant. Et l'Américain, bon, top 10, ça me semble un peu compliqué parce qu'il n'est pas bon sur le chrono. Mais top 15, il l'a déjà fait, il est capable de le refaire. Top 15, ce sont des gros points pour l'UCI. Astana, on ne peut pas dire que depuis le début de saison, ils aient pris énormément de gros points. Je vous recommande de regarder la magnifique vidéo Le Maintien épisode 1 sur la chaîne. Donc Dombrovski, c'est plutôt intéressant ce qu'il fait parce que s'il arrive à prendre une 13e ou 14e place et que les adversaires directs comme la Lotto, comme Israël n'arrivent pas à faire ça sur le prochain Giro, ils prendront de l'avance au classement et ça sera plus que satisfaisant pour Astana qui pour le moment pas au top financièrement et en termes de résultats. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Vous voyez, vidéo un peu courte aujourd'hui, mais tout simplement parce que déjà j'ai la Flèche Wallonne à monter, il est 18h, j'ai pas encore commencé le montage de la Flèche Wallonne. Et deuxièmement, parce que j'ai pas grand chose non plus à dire sur cette étape du Tour des Alpes. On commence avec Kudus, Meraoui Kudus, il a complètement explosé. Alors il était fort dans la montée, mais sur la fin de montée, tu sens que ça pioche, Kudus. Et après, au pied de la descente, bam, panne d'essence. Alors je ne sais pas est-ce qu'il s'est bien hydraté, parce que les crampes c'est aussi ça, ou est-ce que c'est tout simplement qu'il avait les jambes perclues d'acide lactique et que quand on pédale peu dans une descente, on n'élimine pas les acides lactiques. Mais il avait des jambes, c'était des bambous, ses jambes, et il a pris le coup de bambou derrière la tête. On enchaîne, mais Kudus c'est dommage parce que je pense qu'il pouvait faire un grand résultat aujourd'hui, qu'il faisait partie des hommes forts de cette échappée. Mais il est passé à côté, peut-être manque d'expérience dans les échappées pour Kudus, qui lui ont coûté cher dans le final. Mais c'est dommage pour EF parce que ça aurait permis de prendre des points. Il a complètement explosé dans le final, Kudus. Je le vois même plus dans le classement. Il est arrivé, ça je suis sûr, mais il a fini très loin. Il a fini 32e. Voilà, Kudus. C'est décevant pour lui parce que voilà, il y avait de quoi faire. Il y avait vraiment une belle opportunité. Et c'est encore plus frustrant parce que malgré le fait qu'il se fasse lâcher,
du groupe de tête, il a quand même réussi à résister dans le peloton dans les 5-6 derniers kilomètres où il a été repris par le peloton. Ça montre qu'il y a peut-être eu une erreur au niveau gestion de l'effort, au niveau gestion de la nutrition pour Kudus. Et puis j'ai mis Chris Hamilton. Il a bien foutu de la merde dans l'échappée pour au final être l'un des seuls qui a été lâché. Il attaque dans la dernière montée. Normalement, quand tu attaques, surtout qu'il attaque quand même proche de l'arrivée, proche du sommet de la montée. Alors certes, même si les derniers kilomètres étaient difficiles, mais normalement, c'est que tu sens que tu as les jambes, que tu es en forme. Parce que sinon, il n'aurait pas pris de relais, vu qu'il avait son leader qui était derrière. Donc, il décide d'attaquer dans le final pour complètement exploser 1 kilomètre après. Bon, c'est pas très fut-fut de sa part. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Bon, après, il a été puni parce qu'il a dû rouler dans le peloton. Ça a été sa punition finale. Mais quand même, du côté de Chris Hamilton, c'est un petit peu une grosse déception quand même aujourd'hui. Parce que là aussi, il pouvait faire, je sais pas, top 10, remonter peut-être un petit peu également au général, mais il passe complètement à côté. Et pourquoi il a voulu attaquer à ce moment-là de la course alors que l'entente était bonne en plus dans l'échappée? Ça a presque condamné l'échappée, cette affaire-là. Heureusement ensuite qu'ils ont gardé une bonne cohésion, parce qu'après ça a attaqué un petit peu dans tous les sens, alors qu'il fallait garder la cohésion de cette échappée au maximum. Donc j'ai pas trop compris ce qu'a fait notre ami australien. On passe à l'étape de demain. Étape de demain qui nous emmènera de Niederdorf, Villabassa, parce que je rappelle c'est le coin de l'Italie où il y a les deux noms, vers Karlshamn Großglockner, c'est-à-dire qu'on arrive en Autriche. Arrivé au sommet au bout de 143 km, étape assez courte. On aura notamment une côte de deuxième catégorie au bout de 30 km de course, le Kartischer. Putain, c'est la semaine des noms compliqués quand même tout le temps pour moi. Kartischer Sattel. Côte de deuxième catégorie, c'est irrégulier. Vous avez des pourcentages à 7%, c'est un petit peu irrégulier. Ensuite, on a le Galberg Sattel au kilomètre 80, qui est une côte de troisième catégorie, pas très difficile. On arrive ensuite à Linz avec un sprint intermédiaire qui sera avant deux bosses, qui ne sont pas répertoriés au classement de la montagne, mais qui sont quand même à 30 km de l'arrivée, donc il faudra s'en méfier. Et puis ensuite, cette montée finale du Karlshamn Großglockner, ça grimpe de 800 à 1300 mètres, donc c'est-à-dire que en 13 km, on va prendre 500 mètres. Je n'ai pas le pourcentage moyen parce qu'il n'est pas indiqué sur Pro Cycling Stats, mais ça grimpe quand même un minimum, même si vous apercevez que c'est la première partie de la montée qui est la plus difficile sur le graphique. On le voit assez bien que la pente de la première partie de la montée après Houben est plus compliquée. Ensuite, il y a un replat. Et j'ai l'impression que, replat descente, j'ai l'impression qu'ensuite c'est un petit peu plus facile pour cette arrivée de cette étape autrichienne. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Marac Production. Ciao ciao!